professeur Penformis est venu démarrer cette activité de boucle fermée ici en Guyane et il est toujours auprès de nous. Merci beaucoup. C'est un grand bonheur d'être à nouveau ici. Merci à Nadia, merci à toute son équipe pour la chaleur de votre accueil qui fait vraiment chaud au cœur à chaque fois. Voilà, le voyage est un peu éprouvant avec les collègues, mais ça vaut vraiment le coup. Alors, effectivement, j'ai eu cette chance de rencontrer des gens formidables. Vous avez entendu Corinne et Muriel, Didier, Fanny et Elisabeth, voilà, au mois d'avril pour démarrer les boucles fermées. Ça a été une expérience extraordinaire. Alors moi, je suis très, très enthousiaste sur ce sujet. Mon enthousiasme a un petit peu débordé sur le nombre de diapositives, mais je vois qu'on a un petit peu d'avance, donc ça me rassure. On verra, mais vous m'arrêterez, sinon. Donc le sujet, c'est quelle nouveauté et quelle implication en pratique sur la boucle fermée. Quelle nouveauté, enfin, de mon point de vue, la boucle fermée, c'est vraiment une nouveauté en soi, c'est encore très très récent. Et il y a encore plein de champs de réflexion, d'investigation dans ce domaine. Il y a plein de questions qui se posent, je ne pourrais pas tout aborder, mais je vais en aborder quelques-unes. Alors simplement, je me dis que peut-être parmi vous, tout le monde n'est pas très très familier avec ce concept de boucle fermée. Donc un petit rappel, en fait, ce qu'on appelle la boucle fermée. Déjà, la boucle fermée, quand on n'a pas de diabète, on ne s'en rend pas compte qu'on a cette boucle fermée entre l'insuline et la glycémie à travers la cellule bêta. La cellule bêta, c'est le meilleur des capteurs de glucose qu'on ait jamais imaginé, et la cellule bêta, elle contient l'algorithme le plus abouti de régulation de la glycémie, avec une insulinosécrétion qui est d'une finesse extrêmement importante. Quand on a un diabète de type 1, on n'a plus de cellule bêta, on n'a plus ce capteur de glucose, on n'a plus cet algorithme, et celui qui va fermer la boucle, en mesurant sa glycémie autrefois avec la glycémie capillaire, enfin encore un peu d'ailleurs, mais souvent maintenant de plus en plus avec la mesure continue du glucose, c'est lui qui va décider de quelle dose d'insuline et à quel moment il s'injecte l'insuline à la seringue avant, au stylo maintenant et de plus en plus souvent grâce à une pompe à insuline. Voilà, donc c'est lui qui ferme la boucle. Alors c'est quoi la boucle fermée hybride ? Hybride, ça veut déjà dire que le patient, il reste là, il ne disparaît pas, mais il va être aidé par un algorithme fondé sur l'intelligence artificielle. Alors pourquoi le patient ne disparaît pas ? On lui demande de renseigner l'algorithme. L'algorithme, il reçoit très très régulièrement, toutes les 5 minutes, la valeur de la mesure continue du glucose et son évolution. Et en fonction de ça, il va décider, il va piloter la pompe insuline pour lui dire ce qu'elle doit faire à tout moment avec une adaptation en permanence. Le patient, lui, il doit renseigner la quantité de glucides ingérés, doit lui dire ça à l'algorithme, et il doit également prévenir quand il fait une activité physique. Donc voilà en quoi consistent ces systèmes. Alors, l'avènement de la mesure continue du glucose, c'est ça qui a permis l'avènement des boucles fermées hybrides, mais cet avènement de la mesure continue du glucose a conduit aussi à évaluer l'équilibre du diabète sur des critères différents de la classique hémoglobine glyquée, qui reste encore un critère d'évaluation. Mais maintenant, on parle de temps dans la cible, ou de plages, en tout cas de plages différentes de glycémie. Donc vous avez ici le consensus international, et vous voyez que donc sur la gauche, pour la grande majorité des patients, qu'ils aient un type 1 ou un type 2, l'objectif c'est d'être le plus souvent possible entre 70 et 180. Pourquoi 70 ? Pour éviter les hypoglycémies qui quand même sont extrêmement invalidants sur la qualité de vie, et puis 180, être en dessous pour éviter les complications du diabète à long terme. Et l'idée, donc, c'est d'être au minimum à 70% dans cette plage, en limitant bien sûr le temps en hypoglycémie, moins de 4%, dont moins de 1% en dessous de 54, en limitant le temps en hyperglycémie, moins de 25% au-dessus de 180, dont moins de 5% au-dessus de 250. Et contrairement à l'hémoglobine glyquée qui change en fonction des profils des patients, on peut avoir des patients pour qui l'objectif d'hémoglobine glyquée va être à moins de 8 ou moins de 9, là, le temps dans la cible reste toujours le même. Ce qui change, pour des patients plus fragiles, ça va être le pourcentage de temps que l'on souhaite obtenir dans cette plage. Donc vous voyez que c'est plus de 50%. On ne leur demande pas d'être à plus de 70, plus de 50, et surtout d'éviter les hypoglycémies, moins de 1%.
Les critères sont différents pour la femme enceinte. Là, ils sont plus stricts, bien sûr, 60-340, mais là aussi avec des objectifs de temps dans cette cible du 60-340 qui vont être différents si on a un type 1 ou un type 2, ou si on a un diabète gestationnel. Là, on veut plus de 90% dans cette cible. Alors, les boucles fermées disponibles en 2013 en France, vous les connaissez certainement, c'est donc le système de Medtronic, SmartGuard, qui repose sur la pompe 780G avec le capteur glucose 4 sensor. C'est un système propriétaire, c'est-à-dire que l'industriel fabrique l'algorithme, fabrique les pompes, fabrique le capteur, il fournit tout. L'autre système de pompe tubulaire qui peut être utilisé en boucle fermée, c'est le système Control IQ qui repose sur la pompe T-Slim et sur le capteur Dexcom G6. Et puis vous avez deux autres systèmes. Alors Diabloop, qui a été le premier système remboursé en France, mais qui s'est heurté à des difficultés d'approvisionnement de matériel, de pompes, de consommables, de telle sorte qu'il est encore relativement confidentiel, mais il revient sur le devant de la scène, là, en fin d'année 2023. On va voir ce que ça donne. Donc c'est un système qui lui repose sur la pompe Kaleido, qui est une pompe néerlandaise. Donc vous voyez que c'est une pompe à la fois un peu mixte, qui est considérée comme pompe patch par les patients le plus souvent, mais pas toujours. Cette petite tubulure, qui peut être pratique parce que finalement on peut quand même se déconnecter comme une vraie pompe tubulaire, est un frein parfois pour certains patients. Et donc le capteur, c'est le Dexcom G6. Et contrairement aux deux systèmes précédents où l'algorithme est embarqué dans la pompe, ici l'algorithme est embarqué dans un terminal qui est un smartphone totalement dédié à ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'application que l'on peut mettre sur son smartphone. Et puis enfin, le petit dernier, système CAM-APS de Cambridge, qui lui aussi est un algorithme qui a été développé par des académiciens, par des universitaires. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que c'est probablement les deux plus fins, les deux plus complexes des algorithmes, donc développés à Cambridge. Et donc, qui peut aussi, comme des BLG1 d'ailleurs, qui peut s'acoquiner avec qui veut, n'importe quelle pompe, n'importe quel capteur. Pour ce qui est de CAM-APS, jusqu'à présent, ils ont utilisé la pompe Dana, qui est une pompe un peu fruste coréenne, et en France, donc la pompe Ipsopompe depuis peu de temps. Le capteur est pour l'instant le capteur Dexcom G6, mais il y aura probablement le freestyle libre prochainement. Alors voilà, ce qui est acquis, ce que l'on sait, et sur quoi je ne reviendrai pas, c'est les résultats des études pivot. Vous avez sur ce tableau résumé ici les résultats des études d'une étude pivot pour chacun des systèmes que je vous ai présentés, et qui globalement vous montrent que avec tous ces systèmes, on a un gain. Vous voyez, c'est la colonne TIR 3,9-10 millimoles, donc 70-180, on a un gain de 10% environ de temps dans la cible par rapport au même système en boucle ouverte. Et on a un gain également sur le temps passé en hypoglycémie qui, selon le niveau de base, est réduit, plus ou moins réduit, mais en gros, il est souvent réduit d'environ la moitié. Donc ça, on va considérer ça comme acquis. Alors, quelles sont les nouveautés à partir de ces acquis ? Eh bien, vous savez qu'après qu'on fasse des essais randomisés, contrôlés, eh bien, c'est intéressant d'aller regarder si les résultats obtenus se révèlent les mêmes dans la vraie vie. Effectivement, on a depuis plusieurs études de vraie vie qui montrent que les résultats sont au moins aussi bons que ceux qui ont été retrouvés dans les essais cliniques randomisés. Alors, très rapidement, avec le système Medtronic, vous voyez ici, c'était une étude qui a eu lieu sur plusieurs milliers de patients. Je vous montre ici les résultats chez les 812 patients chez qui il y avait des données de base avant que les patients passent sous boucle fermée. Et vous voyez qu'on a un gain dans la cible de 12%. Donc c'est même un petit peu mieux, enfin du même ordre de grandeur en tous les cas que ce qu'on a trouvé dans les études randomisées contrôlées. Je vous montre ici qu'on a des données françaises aussi qui viennent juste d'être publiées sous la plume du premier auteur qui est Sandrine Lablanche de Grenoble, sur une étude multicentrique française qui était une sorte de pré-lancement de la 780. Vous voyez, chez 220 patients, 34 centres, un suivi à 12 mois. Et vous voyez que là encore, on passe de 63 à 73%, presque 10% de gains dans la cible. Ça vient d'être publié ce mois-ci dans DTT.
Alors, je me suis amusé, je me suis dit avec ces systèmes, finalement, ça c'est une question qui m'intéresse, est-ce qu'il y a un effet centre, finalement? Est-ce que le système est suffisamment puissant lui-même pour faire qu'à partir d'une formation de base, quand même, bien entendu, à l'utilisation de ce système, après, finalement, on aura les mêmes résultats? Alors, je n'ai pas de réponse, je me suis juste intéressé à nos propres résultats, mais c'était sur 10 patients. On a en tout cas, nous, sur nos 10 patients, exactement les mêmes résultats que sur les 220 patients. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'il ne doit pas y avoir un gros effet centre d'une manière générale, mais ce sera affirmé. Alors, le système Control IQ, on a également eu des données en vie réelle sur, vous voyez, près de 10 000 patients, dont la grande majorité avait un diabète de type 1. Les Américains, ils mettent quelques diabètes de type 2 aussi sous boucle fermée. Et vous voyez deux choses nouvelles, c'est que les résultats sont excellents dès le début. Vous voyez, à 14 jours, on a ce gain de 11% pour cette étude, et qu'ils se maintiennent à 1 an. Les études randomisées contrôlées, souvent, étaient de 3 mois, parfois 6 mois. On n'avait pas de tel délai. Le système Diabloop des BLG1, donc voilà, avec la pompe Kaleido en France, c'est la seule qui est enregistrée en France pour être utilisée avec ce système de boucle fermée et qui fonctionne dans d'autres pays d'Europe, qui est commercialisé dans d'autres pays d'Europe que vous voyez ici, avec la pompe Roche Insight. Voici les résultats. Ça, c'est les résultats qu'on a publiés en 2020 sur les 20 patients qu'on avait équipés en 2019, plus les 5 patients qui avaient été équipés à Grenoble. On a mis nos données en commun. Et c'était à l'époque une des toutes premières études de vie réelle avec un délai de 6 mois. Et vous voyez qu'on passe de 53% à 70%. On a un gain de presque 17% de temps dans la cible à 6 mois, avec une diminution de presque moitié du temps en dessous de la cible et une hémoglobine glyquée qui passe de 7,9 à 7,1%, ce qui est un résultat plutôt favorable quand on compare à d'autres études. Donc là, c'était la toute première. Il y a une autre étude des BLG1 en vie réelle, alors là, sur un bien plus grand échantillon. Vous voyez 3700 patients qui ont été équipés en Allemagne, donc avec la pompe Insight Roche. Ça a été publié en début d'année avec comme premier auteur Rive Benamou. Et on n'a pas de données de base, mais vous voyez que là encore, dès le premier mois, dès les 15 premiers jours, on obtient des résultats tout à fait intéressants, avec 74% de temps dans la cible, et qui là aussi se maintiennent tout au fil de la première année. Alors, une autre, donc voilà, la première nouveauté, si je peux dire, c'est que tous les résultats qu'on a eus dans les études randomisées contrôlées se révèlent être au moins aussi bons dans la vraie vie. Dans un deuxième temps, je vais parler de l'élargissement des indications et de l'utilisation de ces systèmes dans des situations particulières. Parce que dans toutes les études que je vous ai montrées, que ce soit les essais randomisés et même les études de vraie vie, et vous avez peut-être vu un peu dans certaines études les pourcentages de temps dans la cible initiaux, c'est quand même des patients assez sélectionnés qui savaient compter les glucides, qui étaient impliqués dans la gestion de leur diabète au quotidien. Donc on va là sortir un petit peu des sentiers battus maintenant qu'on a une expérience de quelques années. Alors déjà, la grosse positive qui a le marquage CE pour la grossesse, chez une femme qui a un DT1, y compris d'ailleurs pendant le travail, jusqu'au bout de la grossesse, c'est le système CAM-APS qui est donc disponible. Et je dirais que ce marquage CE, il était obtenu déjà depuis plusieurs mois, qui vient d'être publié dans le Lancet, dans le New England Journal of Medicine, par l'équipe de Hovorka, donc de Cambridge, dont l'objectif était d'évaluer les jeunes femmes qui étaient en 5e trimestre. En moyenne, elles étaient équipées à 13 semaines d'aménorrhée. Voilà, c'était le temps dans la cible qui était le critère principal. Une étude multicentrique conduite en Grande-Bretagne chez 124 patients, donc c'est la plus grande étude randomisée, et c'est un peu la seule d'ailleurs pour l'instant qui a été publiée, avec des femmes qui n'étaient pas à l'objectif, une hémoglobine qui était à plus de 6,5%. La cible était mise à 100 mg par décilitre au début, parce qu'elles étaient quand même au premier trimestre de la grossesse, et ensuite, au fur et à mesure, cette cible était diminuée dans des valeurs de capillarité du système CAM-APS, de pouvoir descendre la cible jusqu'à 80. Je vous redirai un mot des autres principales. On obtient en plus, en tous les cas, par rapport au groupe Standard Care, pas plus d'hypoglycémie qui ne pouvait arriver que dans ce bras-là.
Je vous montre les critères secondaires sur les critères. Vous voyez que sur la dernière DAR, vous voyez qu'il y a encore 50% des bébés qui sont plus gros que ne le voudrait l'âge gestationnel. C'est un peu réduit, boucle fermée, mais ça reste encore à 40%. Les femmes, dans ce groupe-là, elles avaient 6% d'hémoglobine glyquée, dans l'autre groupe 6,4% en fin de grossesse. Donc vous voyez que malgré un excellent contrôle du diabète, on a encore un pourcentage de bébés qui sont plus gros que ne le voudrait l'âge gestationnel. Et est-ce que c'est finalement, c'est pas encore une régulation suffisamment fine, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte? Ça, je ne sais pas le dire. Alors, je voulais juste revenir, parce que finalement, CAMAPS, c'est très récent. Toutes les femmes ne pourront pas, en tout cas, tout de suite avoir CAMAPS si elles souhaitent une grossesse ou si elles sont enceintes, parce que ça ne marche qu'avec Android, qu'il y a un certain nombre de... C'est un système qui est assez élitiste, j'ai envie de dire, il faut faire des formations. Je vois Saïd qui hoche un peu la tête, qui n'a pas l'air d'être très d'accord, mais il a une expérience bien plus grande que la mienne. Mais en tout cas, dans la présentation, c'est vrai qu'il faut que des patients fassent leur propre auto-formation. Donc ça réclame quand même, me semble-t-il, un certain degré de compétence dans ce domaine. Donc toujours est-il qu'il y aura des femmes, il y en a eu, et il y aura des femmes qui feront des grossesses sous les autres systèmes. Donc vous voyez que les autres systèmes, on peut avoir des seuils glycémiques qui descendent jusqu'à 100 mg par décilitre, c'est le plus bas, pour des BLG1 780. Ce sera aussi le cas pour Omnipod 5. Pour Control IQ, c'est 112 le plus bas. Donc c'est bien plus haut que les autres. Donc là, je vous montre juste notre expérience sur 14 grossesses qui ont été conduites qui ont été réalisées dans le service sous boucle fermée, avec la majorité d'entre elles qui étaient sur SmartGuard. Et je vous montre l'évolution du GMI en rouge et l'évolution du temps dans la cible 63-140 au fil de la grossesse, sachant qu'en moyenne, les femmes ont été équipées à la fin du premier trimestre. Donc vous voyez que ça augmente le temps dans la cible, qu'on obtient 61%, ce qui est intermédiaire finalement entre les 68% du groupe CAMAPS dans l'étude contrôlée randomisée britannique, 57% du bras contrôle, mais seulement 30% des femmes au troisième trimestre avaient un temps dans la cible 63-140 qui était au-dessus de 70%. Donc ça fait des progrès, ça permet des bons équilibres, surtout chez les femmes qui ont du mal à gérer leur diabète au cours de la grossesse, mais ça ne fait pas encore aussi bien qu'on le souhaite dans ces conditions. Toujours est-il que ça nous a amené à faire notre petite, je dirais, algorithme fait maison sur la gestion de ces différents systèmes au cours de la grossesse, avec quelle cible mettre, qu'est-ce qu'il faut augmenter, quels paramètres doivent être modifiés au cours de la grossesse, comment faire dans la période du travail, en post-partum immédiat. Voilà, ça, c'est intéressant. Je pense que vous serez confrontés à ce type de situation. Enfin, sûrement, vous avez été confrontés. Et il y a des petites astuces pour essayer de faire le mieux possible. Je peux vous renvoyer, pour ceux qui sont intéressés, à ce guide qui a été publié dans DTT en début d'année, chez les femmes qui font des grossesses, sur des systèmes de mesure de boucle fermée qui ne sont pas homologués pour la grossesse. Alors, d'autres situations qui sont inhabituelles en boucle fermée, en tout cas, c'est quand on a une corticothérapie. Jusqu'à présent, moi j'avais toujours entendu dire, en cas de corticothérapie ou d'épisodes intercurrents, il faut sortir de la boucle fermée et faire comme on faisait avant en boucle ouverte. Voilà, j'en suis pas sûr avec l'expérience qu'on a. Je vous montre juste l'exemple de Zeynep, qui est une jeune femme qui est équipée de la 780. Vous voyez sur la gauche, là j'ai enregistré 5 jours, c'est pas par hasard, c'est les 5 jours avant une corticothérapie orale qu'elle a eue d'une durée de 5 jours. Donc vous voyez qu'elle est à 73% du temps dans la cible, qu'elle a une glycémie moyenne de 115 mg et 63 unités d'insuline. Elle prend 40 mg de Soluprède pendant 5 jours, son temps dans la cible descend à 59%, sa glycémie moyenne monte à 133 et le système a en partie, en tout cas, bien réagi puisqu'il est à 75 unités par jour. Donc voilà, ce n'est pas optimal. Et je vous montre les 5 jours suivants. En tout cas, le système a parfaitement récupéré puisque les 5 jours suivants, elle est à 78% dans la cible, la glycémie moyenne est descendue à 113 et les besoins en insuline sont en train de descendre. On n'a rien fait de spécial, on a juste observé. Donc voilà, j'en fais pas une généralité, je vous dis juste qu'effectivement,
peut-être qu'on peut prévenir les patients qui soient attentifs dans ces situations, mais que peut-être on peut laisser faire les systèmes. En tout cas, c'est ce qu'on avait fait aussi dans une expérience précédente qu'on a publiée dans Diabetes Metabolism en 2021 chez les patients qui étaient sous DBLGA. Donc 5 patients, 6 épisodes de corticothérapie, 2 péros, 4 en infiltration. Et on a regardé le temps dans la cible, les 7 jours précédents et les 7 jours suivant le début de la corticothérapie. Donc on voit que ça se dégrade, mais quand on regarde sur les 14 jours, si on fait 14 jours avant, 14 jours après, on voit que le système est en train de récupérer. Et là encore, les patients n'ont rien fait de spécial. Donc dans ces situations de corticothérapie, prévenir les patients, d'être attentifs, mais pas forcément, à mon sens en tout cas, sortir de la boucle, contrairement au message qu'on a pu recevoir. Alors, en cas de chirurgie, c'est pareil. En cas de chirurgie, on dit, oh là là, non, surtout on sort de la boucle, parce qu'en plus les anesthésistes, ils ne connaissent pas. Là encore, les expériences sont limitées, mais comment, j'imagine que vous en avez peut-être. Nous, on commence à en avoir quelques-unes. Je vous présente ici Laura, qui a eu une cure de hernie ombilicale le vendredi, donc c'est le panneau du milieu. Vous voyez que elle s'est mise en mode activité physique dès 10 h du matin. Elle est partie au bloc à 14 h, elle est revenue à 18 h. Et vous voyez que dans la journée, elle a passé 86% du temps dans la cible, avec 0% du temps en hypoglycémie. Donc tout s'est très très bien passé. J'avais appelé l'anesthésiste, on avait préparé ça, et ça s'est bien passé. Alors là encore, il faut vraiment avoir un contact avec l'anesthésiste, et je vous montre ce protocole qui a été rédigé par Claire Calvé, qui est IPA à Cochin, dans le service d'Étienne Larger, et Agnès Sola, pour la 780. Donc ils remettent ça à l'anesthésiste quand un patient doit se faire opérer, avec les coordonnées. Donc je pense qu'on peut maintenant, c'est mûr, enfin en tout cas dans des situations où vous pouvez avoir un contact avec l'anesthésiste, qu'il est partant et que les patients sont d'accord, je pense qu'on peut garder ces systèmes. Et de ce que je peux entendre autour de moi et d'Agnès en particulier, ça fonctionne bien et ça fonctionne même très bien. Alors, le ramadan, voilà encore une situation un peu particulière où on pourrait se dire, bah oui, ça peut être pas mal quand même le ramadan. Alors, quand on regarde les recommandations qu'on entend, on se dit, bah oui, dans ces situations-là, il faut aussi sortir de la boucle fermée parce que ça n'a jamais été étudié. Donc c'est Cécilia Boutna qui a été interne chez nous avec 2 autres collègues du service qui ont regardé ça chez 20 patients qui ont fait le ramadan cette année. Donc on a regardé le mois qui précédait le ramadan et le mois du ramadan sur les différents critères. Donc vous voyez que le GMI ne change pas, le coefficient de variabilité non plus, et il n'y a aucun changement non plus sur le temps passé dans la cible qui est à 62-63%, et surtout pas plus non plus d'hypoglycémie, peut-être à peine un tout petit peu moins, enfin c'est sûrement pas significatif. Donc là aussi, pour des patients qui souhaiteraient faire le ramadan et qui sont sous boucle fermée, eh bien vous pouvez les accompagner utilement en leur disant qu'ils peuvent garder leur système de boucle fermée. L'annonce des repas. Comme je vous l'ai dit, les premiers patients qui ont été mis sous boucle fermée, c'était des patients triés sur le volet, sauf dans certains centres, je vous montrerai, qui comptaient parfaitement les glucides, qui annonçaient tous leurs glucides avant de l'ingérer. Et puis, on s'est quand même interrogé, et Petrovski a fait ça. Il travaille en Arabie Saoudite, je crois. Il a publié ça dans Diabetes Care plus tôt cette année. Il a regardé finalement si les patients, c'est un groupe d'adolescents, avec 34 ados, qui ont été randomisés entre des repas standards. Voilà, le matin, tu mettras 20 grammes, le midi, tu mettras 60 grammes, et le soir, tu mettras 90 grammes, tout le temps. Et l'autre groupe comptait parfaitement les glucides au gramme près. Et vous voyez que les résultats, bah oui, il y a une différence. Ils sont à 80% du temps dans la cible lorsqu'ils comptent précisément les glucides. Ils ne sont qu'à 74% lorsqu'ils les comptent de manière semi-quantitative. Mais vous voyez que finalement, c'est quand même un excellent résultat. Et que donc des patients qui ne comptent pas précisément les glucides peuvent également bénéficier de ce système. Il y a eu un travail publié également récemment, qui est aussi extrêmement intéressant. Ce sont des auteurs israéliens qui se sont intéressés chez 14 patients qui ont un DTA, au fait de ne pas annoncer du tout les glucides pour les repas qui ne dépassaient pas 80 grammes. Au-delà de 80 grammes, les patients renseignaient les glucides. Les mêmes patients ont fait 2 périodes de 90 jours, donc une période où ils annonçaient tous les glucides, y compris quand ils en prenaient 20 grammes, et une période où ils n'annonçaient que les repas au-dessus de 80 grammes. Et vous voyez que là encore, la différence n'est pas flagrante
On passe de 67% lorsqu'on omet toutes les déclarations des repas qui ne dépassent pas 80 grammes de glucides, et on est à 78% lorsqu'on déclare tout. Donc vous voyez que des résultats qui sont quand même encore pas mal. Et quand on regarde précisément en fonction de la quantité de glucides, vous avez en haut moins de 20 grammes, à droite et en haut entre 20 et 40, en bas à gauche 40, 41, 60, et ensuite 61, 80. Vous avez en rouge les patients qui ne annonçaient pas les repas, et en bleu les patients qui annoncent. Vous voyez que quand c'est moins de 20 grammes, il n'y a absolument aucune différence. Donc en gros, quand on consomme des glucides, des petits snacks de moins de 20 grammes de glucides, avec ce système, qui était le système 780, on peut omettre, sans effet délétère, de renseigner ces glucides. C'est un peu moins bien entendu, forcément, plus on augmente la taille des glucides. Mais du coup, ça veut dire que peut-être on n'est pas obligé de réserver la boucle fermée aux très bons élèves qui font tout. Nous, c'est ce qu'on a essayé de regarder chez les patients adolescents. C'est Juliette Eroukmanov qui a conduit ce travail présenté à la SFD cette année, chez 68 adolescents entre 15 et 25 ans. Vous voyez qu'on ne les a pas sélectionnés, hein. Ils ont une hémoglobine glyquée à 9,8%. Alors vous allez peut-être dire, ouais, ils sont vachement mal équilibrés. Mais enfin, quand on regarde les données du Type 1 Diabetes Exchange, vous voyez que dans cette tranche d'âge, la courbe du haut, qui est de 2018, eh bien, on n'est quand même pas loin. C'est vraiment la tranche d'âge où l'hémoglobine glyquée est la plus élevée. Eh bien, on les a mis sous boucle fermée, et 10 mois après, en moyenne, eh bien, vous voyez qu'on a un gain à la fois sur le GMI, à la fois sur l'hémoglobine glyquée, de 14% sur le temps dans la cible. Et je peux vous dire que ces patients, je vous montrerai un exemple tout à l'heure si j'ai le temps, mais ces patients étaient loin de renseigner tous les glucides, y compris quand il y avait plus de 80 grammes. Et alors on est allé encore un peu plus loin, et ça c'est un travail qui vient juste d'être publié, qui est en ligne depuis le 13 novembre, sur l'utilisation des systèmes de boucle fermée chez des patients qui ont un diabète de type 1 et qui sont très et chroniquement déséquilibrés. Alors voici donc ça a été conduit par Sonia Dipchand, qui était interne dans le service, et Coralie Amadou. Donc on a repéré les patients qui avaient une hémoglobine glyquée dans l'année écoulée qui était au moins à plus de 11%, au moins une, et qui avait en plus une autre hémoglobine glyquée dans les 3 années précédentes à plus de 10%, pour répondre hautement déséquilibrés, plus de 11% dans l'année écoulée, et chroniquement, c'est-à-dire qu'ils avaient des hémoglobines glyquées élevées les années précédentes. On a repéré 65 patients comme ça. On est allé les chercher, hein. C'est les patients perdus de vue, c'est ceux que vous ne voyez plus en consultation, ou ceux que vous savez que vous les avez perdus de vue. Et on leur a proposé, alors la moitié ont accepté, on leur a proposé en disant, voilà, il y a un nouveau système qui est susceptible de vous aider. On a été très très prudents, parce qu'on parle de la diminution de la charge mentale avec ces systèmes pour des patients qui sont extrêmement impliqués dans leur diabète. Mais lorsqu'on ne fait que le minimum vital pour ne pas être en acidocétose, on se dit qu'on va peut-être rajouter de la charge mentale. Donc on a été très prudents et on vous propose de faire d'un système qui est susceptible de t'aider ou de vous aider. 32 ont accepté. Parmi ceux qui ont refusé, ce n'étaient pas toujours les patients qui refusaient. Parfois ils refusaient ou on n'arrivait pas à les joindre. Ça a été parfois aussi les collègues du service, certains qui étaient extrêmement... ils ne souhaitaient pas que leurs patients soient inclus dans ce travail. Ils étaient un peu frileux au départ. Alors, tout simplement, dans ceux qui ont refusé spontanément ensuite, il y en a un certain nombre qui l'ont fait, mais un peu à distance. Parmi les 32 patients qui ont accepté, il y en a 6 qui ont interrompu. Alors, c'était à l'époque aussi où on a commencé avec le SmartGuard, où il fallait faire des calibrations. Ça a été aussi à cause des alarmes, hein, pour ces patients qui ne veulent pas être dérangés par leur diabète. Des alarmes hyper particuliers, c'est insupportable. Donc finalement, 26 ont utilisé le système au moins 1 an. Donc voici la trajectoire individuelle. Alors c'est un peu fouillis, hein, parce que les trajectoires ne sont pas du tout homogènes, comme vous pouvez le voir, d'un patient à l'autre, et même chez un même patient d'un trimestre à l'autre. Toujours est-il que vous voyez la moyenne d'hémoglobine glyquée est d'être 12,3%. C'est vraiment la moyenne la plus élevée qui a été étudiée dans la littérature. Il y a très très peu d'études chez ces patients. Et vous voyez qu'ils améliorent au fur et à mesure pour arriver à 9,4%, donc un gain de 3%. Alors si on regarde ça en valeur absolue, on se dit 9,4 c'est encore pas génial. Si on regarde le différentiel par rapport au départ, c'est pas si mal. En termes de temps dans la cible,
voyez, qui démarre à 25%, mais on n'a que 14 patients sur 26 pour lesquels on a des données. C'est-à-dire que les autres ne faisaient pas de mesure continue, ou ils avaient un freestyle, mais ils ne se scannaient jamais, ou ils n'avaient pas de capteur. Donc c'est pour vous dire le côté un peu sévère de ces patients. Et vous voyez qu'ils passent de 25, donc qui est probablement surévalué, à 45% au bout d'un an, l'hypoglycémie n'étant pas une difficulté pour ces patients. Donc voilà, je voulais mettre ça en rapport avec ce que l'on connaît. Là, je vous ai pris l'étude de Thomas Dahn en Allemagne en 1994. Je voudrais pu vous montrer celle du DCCT qui est exactement la même, à savoir que quand vous passez de plus de 11% et que vous gagnez 3 points, vous diminuez par plus de 3 le risque de voir apparaître ou d'aggraver une rétinopathie diabétique, si bien sûr ces résultats sont maintenus au long cours. Je surveille le temps. Alors, je voulais juste vous présenter Manel, qui est une des patientes qui a participé à cette étude. Manel, je l'ai récupérée de la pédiatrie pour son suivi. Quand je l'ai vue au début, elle avait 20 ans, 6 années de diabète de type 1, une hémoglobine glyquée des 3 dernières années. En pédiatrie, ils font les hémoglobines glyquées très régulièrement. Elle avait eu 7 dosages les 3 dernières années, elle était à 10,7%. Voilà Manel quand je l'ai rencontrée, avec sa pompe Teslim et son capteur Dexcom. Donc voilà, elle ne changeait pas tellement son cathéter. Donc je lui ai dit, si tu veux, on peut peut-être passer à 780. Tu sais, maintenant, il y a des nouveaux cathéters de 7 jours. Elle me dit, docteur, mais moi j'ai déjà les cathéters super extended. Je les change lorsqu'ils tombent. Donc voilà, ça c'était Manel. Vous voyez, elle faisait juste ce qu'il fallait pour ne pas être hospitalisée en acidocétose. Donc on lui a proposé de participer, sans lui promettre monts et merveilles. Donc ça, vous voyez, c'était avant qu'on l'équipe. Donc elle a un bon pourcentage, 70%, mais c'est au-dessus de 250. Et 308 mg par décilitre, une hémoglobine glyquée estimée à 12,4. Donc ça, c'est 3 mois après, pas très assidu pour renseigner les repas, mais vous voyez que c'est déjà pas si mal. On est passé à 43% du temps dans la cible, l'hémoglobine glyquée est à 9,3, on a déjà gagné 3 points. Ça, c'est après plus d'un an, on est encore mieux. Et puis même Manel, à un moment, elle s'est mise à renseigner tous ses glucides, même quand elle prenait que 20 grammes, et elle est descendue à 6,8%. Voilà. Et je vous montre quand même le résultat complet. Vous voyez sa dernière hémoglobine glyquée. La vie de Manel est tout sauf un long fleuve tranquille. Je n'ai pas le temps de vous raconter sa vie, mais elle fait face à des événements extrêmement douloureux de temps en temps. Et là, elle en a eu 2 coup sur coup, qui fait qu'elle a tout interrompu. Mais là, elle vient de reprendre. Donc voilà, c'est jamais un long fleuve tranquille, c'est jamais gagné, mais ces patients, il ne faut pas les éliminer de ces avancées technologiques et les accompagner. Alors, les recommandations internationales disent que finalement, le système de boucle fermée peut être recommandé pour tous les patients qui ont un diabète de type 1, pour améliorer l'équilibre du diabète. Donc voilà, mais pour l'instant, c'était quand même réservé à un certain nombre. Quand on regarde le consensus international qui a été publié l'an dernier dans Endocrine Reviews, vous voyez qu'on a des éléments de preuve de rang A pour les patients qui ont un diabète de type 1, enfants, adolescents et adultes, mais qu'il y a d'autres situations qui restent à explorer. On a déjà parlé de la grossesse, mais vous voyez en bas, par exemple, les gens qui ont une pancréatectomie. C'est dans les diabètes pancréatiques qui se rapprochent sur le plan physiopathologique, avec quelques différences quand même. Effectivement, ça n'a pas été étudié. Ça n'a pas non plus été étudié chez des gens qui ont une chirurgie bariatrique où la physiologie de l'absorption des glucides peut être différée avec un risque d'hypoglycémie plus important. Donc là aussi, les collègues du service, Souleymane qui était DFMS et Geoffrey Boulat, qui est PH dans le service, ont regardé. Donc c'est une petite série, 9 patients, 6 qui ont eu une sleeve, 3 qui ont eu un bypass. Donc vous voyez les données 3 mois avant la boucle fermée, puis on a pris les 3 derniers mois les plus récents. Vous voyez que le temps dans la cible passe de 44 à 62%, donc ça marche aussi chez ces patients, d'autant que ces patients qui sont peut-être à plus grand risque d'hypoglycémie, bien vous voyez qu'ils passent de 4,7 à 3% de temps en hypoglycémie, donc ça réduit également le temps en hypoglycémie. Donc y compris chez ces patients, il n'y a pas de raison de ne pas leur proposer ce système, nous semble-t-il. Et puis diabète pancréatique. Je vous présente Cyril. Cyril, il est arrivé dans notre service, il avait 52 ans, il a été hospitalisé, c'était en janvier 2022, un diabète secondaire à une pancréatite. Ce patient, il est illettré,
Il vit sous curatelle, seul dans un studio. Il est autonome pour faire ses courses et des rudiments de cuisine. Il était traité en basal bolus, une hémoglobine glyquée à 12%, une variabilité glycémique importante, je vais vous montrer. On lui a proposé de le mettre sous contrôle IQ. Alors ça a été une préparation avec infirmières à domicile, qui ont été formées par les infirmières de notre prestataire, le CERIT, avec téléchargement de MyDiaby pour qu'on puisse avoir accès à ces données et le suivre bien. Alors ça, c'est le freestyle avant. Donc vous voyez, lui aussi, un excellent pourcentage, mais au-dessus de 250, avec 351 mg par décilitre de taux de glucose moyen. Et voilà, donc ça c'est un peu plus tard, vous voyez, c'était à peu près presque un an après qu'on l'ait mis sous boucle fermée. Il est à 64% dans la cible. Alors on voit bien qu'après le petit déjeuner, il y a peut-être encore un truc à faire, mais on l'avait éduqué, on avait regardé un peu ce qu'il mangeait avec les diététiciennes, on avait mis des doses fixes. Et vous voyez que Cyril, il renseigne vraiment très bien ses glucides. Parfois, il s'offre un deuxième dîner, mais les choses se passent bien, sauf peut-être un petit peu après le petit déjeuner. Donc vous voyez que finalement, même des patients comme ça, on peut parfaitement les équiper. Donc on a regardé sur une série un peu plus grande, 10 patients. Alors c'est des patients particuliers. Là, on en a 6 qui ont une pancréatectomie totale pour cancer. Les 4 autres, c'est pancréatite chronique. Donc des patients qui sont un risque d'hypoglycémie bien plus important, mais des patients qui sont parfois en fin de vie. L'objectif n'est pas qu'ils soient à 70% dans la cible, ces patients-là, c'est simplement qu'ils aient, pour ceux qui sont en fin de vie, en tous les cas, une fin de vie qui ne soit pas dérangée par un déséquilibre du diabète en plus. Et vous voyez qu'effectivement, ils passent de 50 à 59% dans la cible, et que le temps en hypoglycémie, là aussi, est réduit. Donc voilà encore des populations qu'il faudra étudier. Il n'y a aucune publication dans cette population, donc il faudra étudier un peu plus. Mais voilà. Donc je vous montre maintenant quelques perspectives pour finir. Les perspectives, c'est les pompes patch. Les pompes patch qui vont être intégrées, parce que pour l'instant on n'a pas de pompe patch, sauf si on considère que la Kaleido en est une, mais elle n'était pas très disponible pour l'instant. Donc Omnipod 5. Donc là, Omnipod 5, c'est l'Omnipod dans laquelle il y a l'algorithme. L'algorithme est dans l'Omnipod, mais l'Omnipod est piloté par un smartphone dédié à cette activité, comme pour Diabloop, avec un capteur qui pour l'instant est le G6, mais qui sera un autre. Et puis enfin, le petit dernier, qui est le système Medtrum, qui attire pas mal de patients, parce que vous voyez qu'il est la pompe est 40% plus légère et plus petite que celle de l'Omnipod, et puis le capteur, il est en gros de la taille du Freestyle Libre 3. Donc tout petit, en tout cas plus léger, plus petit que le Freestyle Libre 2. Donc c'est là un système aussi propriétaire, le système Medtrum, c'est-à-dire que c'est une société chinoise qui apporte à la fois l'algorithme, la pompe et le capteur. Capteur qu'on ne connaît pas encore. La pompe, on la connaît puisqu'elle est commercialisée depuis quelques mois. Donc le système Omnipod 5, il pourra, pour l'instant c'est avec le Dexcom, mais il y a le projet et les études vont commencer avec le Freestyle Libre 2. Donc là je vous montre l'étude pivot, mais l'étude pivot c'est avant-après. Chez l'adulte, plus de 8% d'hémoglobine de temps dans la cible. Chez l'enfant, c'est encore mieux, mais il part peut-être plus bas, de 50%. 16% de temps dans la cible en plus. Donc voilà, ça marche à la fois chez l'adulte, chez l'enfant. Donc voilà les études à venir en France, à venir ou déjà faites. Celle de gauche est déjà terminée. 10 centres aux États-Unis, 4 centres en France, avec Montpellier, Lyon, Lariboisière et nous à Corbeil. Donc ça a été 3 mois, boucle fermée versus boucle ouverte, classique. L'étude à venir au milieu en France, en UK et en Belgique, avec 4 centres adultes en France. Et là, c'est des patients, soit des patients avec une hémoglobine glyquée à plus de 7,5%, qui viennent de la multi-injection, et ils auront, là aussi, ils seront randomisés entre boucle fermée ou boucle ouverte. Et puis enfin, l'étude PHRC d'Éric Renard, qui va étudier ce système Omnipod 5 dès le diagnostic du diabète de type 1 chez des enfants et des adolescents dans 4 centres pédiatriques. Donc voilà, je ne vais pas vous préciser ça, je vous montre juste le cas d'une de nos patientes, Céline, vous voyez, qui n'est pas toujours facile le diabète pour Céline, 44% dans la cible, et voici après 3 mois d'Omnipod 5, elle est à 75% dans la plage. Alors je n'ai pas plus de résultats à vous montrer, ils sont en train d'être décortiqués, je vous montre juste pour nos patients. Dans le bras contrôle, on avait 6 patients, c'était une randomisation 2 sur 1, 6 bras, donc ils sont passés de 8,2 à 7,4, l'hémoglobine glyquée est assez élevée parce qu'il fallait qu'on randomise plus de 80% des patients qui avaient une hémoglobine glyquée à plus de 8.
Et donc, dans le groupe Omnipod 5, il passe de 8,5 à 7, donc un gain 2 fois plus supérieur, voilà, pour l'instant. Et on attendra la suite à la TTD, peut-être des résultats. Donc, très prometteur en tous les cas. Les patients ont été privés de l'Omnipod 5 à la fin de l'étude. Ils en sont vraiment désolés, mais là, on reprend, à partir de lundi, on reprend l'étude d'extension pour 12 mois. Et je peux vous dire qu'ils sont tous dans les starting blocks, pas un seul ne manque à l'appel, y compris les gens du groupe contrôle. Donc jusqu'à commercialisation. Donc voilà, je passe pour ces deux-là, et pour finir avec le système Medtrum. Donc le système Medtrum, donc il y a un algorithme qui a une particularité, c'est-à-dire qu'il a un mode annonce du repas, un peu comme là aussi CAMAPS et des BLGA, où on peut mettre des quantités semi-quantitatives, mais là on peut mettre juste, c'est même pas ça, on peut mettre juste je vais manger, point. C'est tout, pas plus. Et il y a un mode, donc, dans l'algorithme qui essaie de gérer cette annonce de repas sans qu'il n'ait aucune connaissance de la quantité de glucides. Donc, on va démarrer ce protocole, alors sans le mode annonce du repas pendant les 6 premiers mois, puis le 7e mois, on fera un mois avec cette particularité. Donc, 16 centres en France. Donc, à CHSF, on a la chance d'être le centre coordinateur de patients, donc soit enfants, adolescents, soit adultes, et une étude de supériorité avec un critère principal qui est le temps passé dans la cible. Donc voilà, on attend parce que là on va découvrir ce capteur, on va découvrir cet algorithme pour lequel il n'y a encore aucune publication. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas c'est assez excitant. Les évolutions à venir, j'ai presque fini. Simplement, moi, quand les patients disent quand même c'est bien votre truc, ça nous a déchargé de plein de choses, mais là on a des problèmes avec les capteurs, on a des problèmes avec le décollement, la durée de vie des capteurs, etc. Je leur dis ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Et en même temps, je leur dis, mais vous savez, on est au tout début. C'est le tout début. Rappelez-vous, pour ceux qui ont un vieux diabète ou pour les vieux diabétologues parmi nous, il y en a quelques-uns, j'en vois. On est comme au stade des premiers glucomètres. Hein, le LEMS et le glucométeur 2, vous vous souvenez de la taille, et maintenant on en est là, 40 ans, presque 40 ans plus tard. Donc les choses vont évoluer, c'est certain, et ça va évoluer beaucoup plus vite que pour les glucomètres. Alors les évolutions, je ne vais pas toutes vous les dire, mais il y a des algorithmes de détection précoce d'obstruction de cathéter, parce que ça reste un problème, les obstructions de cathéter, ça reste des pompes, et parfois les patients sont un peu endormis par le système et ne réagissent pas aussi bien qu'ils le faisaient avant. Ça reste un problème. Il y a Éric Renard qui continue de travailler et à croire fort à la boucle fermée intrapéritonéale, pourquoi pas, avec une cinétique de diffusion de l'insuline beaucoup plus précoce et qui pourra permettre probablement une réponse à des repas non annoncés plus adaptés. Et je voudrais finir simplement pour vous montrer quelques exemples aussi de traitements adjuvants. Ça, c'est une étude qui a été publiée dans Diabetes Care en 2020, où les patients avaient une double pompe. C'est une étude canadienne, une double pompe, une pompe insuline, une pompe avec le pramlintide. La pramlintide, vous ne connaissez peut-être pas, c'est tous en tout cas, c'est un analogue de l'amyline qui est co-sécrété avec l'insuline et qui finalement agit un peu comme les agonistes du récepteur ou les incrétines, les agonistes du récepteur du GLP-1. Il y a un ralentissement de la vidange gastrique, donc il y a un écrêtement, et vous voyez très bien sur la courbe du bas, la courbe rouge, c'est l'insuline seule, la courbe bleue, c'est insuline avec pramlintide, et vous voyez que les pics hyperglycémiques sont considérablement écrêtés, et que les patients dans ce groupe boucle fermée insuline et pramlintide ont 10% d'hémoglobine de temps passé dans la cible en plus. Mais le pramlintide, pour l'instant, ça nécessite 2 pompes, voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne voit pas trop l'évolution quand même de ce truc-là, mais on ne sait jamais. Alors peut-être plus intéressant, en tout cas moi j'y crois fort, je vous montre l'exemple d'un de mes patients, 36 ans, il a un diabète de type 1 depuis qu'il a 4 ans, une hémoglobine glyquée, vous voyez, qui n'était pas non plus très bien équilibrée. Il était suivi chez nous au tout début, enfin au CHSF, moi j'étais pas encore là, mais il avait des hémoglobines glyquées. Vous pensez bien que si j'avais été là, il n'aurait pas eu des hémoglobines glyquées comme ça. À près de 13% en 2010-2013, il a développé une insuffisance rénale chronique, vous voyez son DFG, sa microalbuminurie, une rétinopathie diabétique avec un retentissement sur la vision. Quand je le vois, ce patient, il avait fait plusieurs centres, enfin il avait fait un centre de diabéto avec son Dexcom et il lui avait été refusé la boucle fermée parce qu'il n'était pas assez bon élève. Donc il est venu à Corbeil, il est revenu au Bercail, on l'a mis tout de suite son contrôle IQ, ça c'était avant, donc vous voyez un tiers à peu près dans
dans les 3 cibles, 211, 9%. Et ça, c'est très récent. Il a souhaité être hospitalisé pour faire un peu le point et puis migrer son suivi ophtalmo et néphro au CHSF. Donc voilà, les 3 mois qui ont précédé son hospitalisation, vous voyez qu'il est à 67% dans la cible. Et puis, on n'a rien touché. On n'a rien touché pendant son hospitalisation, sauf qu'on lui a fait une prescription. Et donc là, j'ai regardé après son hospitalisation jusqu'au 6 novembre, et vous voyez qu'il a gagné 10 points dans la cible. Donc la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'on lui a prescrit? Alors, je vais vous aider. On a vérifié l'acétonémie avant, il n'en avait pas. Quand on lui a donné sa prescription, on lui a dit « vous continuez à regarder bien l'acétone ». 0,2, 0,3 unités. Voilà, on lui a donné un inhibiteur SGLT2, 10 mg de Forxiga, en prévision, enfin voilà, pour essayer de ralentir sa néphropathie. Et alors, moi j'avais déjà l'expérience avec la sotagliflozine. Les patients étaient absolument ravis, un double inhibiteur SGLT1, SGLT2. Il y a des patients que j'ai mis sous boucle fermée après avoir participé à la sotagliflozine. Ils sont venus me voir en disant « Docteur, la boucle fermée, c'est presque aussi bien que la sotagliflozine. » Et effectivement, avec un seul comprimé, vous gagnez 10% du temps dans la cible. Alors ça, vous allez me dire, c'est N égale 1. Mais il y a eu des études, il y a eu 2 études, celle-là, avec l'équipe de Kovatchev. Bon, je ne vous montre pas le détail, mais en fait, en gros, ils ont comparé contrôle IQ avec empagliflozine sur la gauche et contrôle IQ sans empagliflozine sur la colonne de droite, 17 et 16 patients. Vous voyez qu'ils sont à 81% dans la cible donc, et 71 respectivement. Donc 10% de temps dans la cible en plus. Alors le seul problème, je reviens sur la précédente, c'est que vous voyez en bas à gauche, il y a un patient qui est sorti d'étude à cause d'une acidocétose. Dans la deuxième étude qui a été publiée dans Nature Médecine très peu de temps après, un mois après la précédente, une équipe canadienne encore, empagliflozine en add-on de la 780. Et vous voyez, alors là sur le tableau, pareil, on est à 76% dans la cible lorsque le patient a la boucle fermée l'empagliflozine, et on est à 68% lorsqu'il a le placebo à la place de l'empagliflozine. Donc je vous détaille pas les courbes, mais en gros, finalement, quand on regarde ce travail, d'avoir une boucle ouverte avec de l'empagliflozine fait aussi bien que d'avoir une boucle fermée avec un placebo. Mais le mieux, c'est d'avoir les deux. Et les deux, la différence, elle est en bas. Donc voilà, là encore, plus d'épisodes de cétose dans le bras empagliflozine, pas d'acidocétose, mais plus d'épisodes de cétose. Donc c'est la problématique, c'est la seule raison pour laquelle les inhibiteurs SGLT2 ne sont pas prescrits larga manu dans le diabète de type 1. Mais ça viendra peut-être, parce que vous savez qu'Abbott travaille sur un système de mesure continue de l'acétonémie. Donc les patients qui se soumettront à cette mesure continue, avec bien entendu des alarmes, pourront bénéficier de ce traitement. Voilà la conclusion. Donc c'est efficace, la boucle fermée. C'est efficace pour tous les patients qui ont un DTA et qui souhaitent faire l'essai. Donc proposons-leur sans arrière-pensée, même s'ils ne comptent pas les glucides, même s'ils n'annoncent pas les repas, mais surtout ne leur promettons pas monts et merveilles. Et voilà, c'est un système, c'est susceptible de vous améliorer, de vous aider, vous verrez, et laissez-les être enthousiastes s'ils souhaitent l'être quand ils reviennent vous voir, mais soyez pas en préambule enthousiastes pour eux. Alors pour les DTA-like, comme les diabètes pancréatiques, ça marche aussi. Bientôt les boucles fermées pour pompe patch qu'attendent un grand nombre de nos patients. La full close loop, on va y arriver, c'est évident. Les traitements adjuvants, moi j'y crois pour les inhibiteurs SGLT2. Et puis finalement quand même, c'est ça mon dernier point, on en parlait avec Bruno, finalement on se rend compte qu'on a transformé la charge mentale de ces patients. Ils ont une charge mentale qui a disparu sur la gestion des corrections, des bolus de correction, de devoir sans arrêt anticiper un certain nombre de choses. Enfin voilà, c'est quand même plus simple, mais on a transféré ça sur une charge mentale qui est liée à la technologie. Les capteurs, la transmission des données, et ça c'est vraiment la plaie, et c'est là-dessus qu'on doit à mon sens faire d'énormes progrès, sur la tolérance des capteurs. Il faut qu'on travaille absolument là-dessus, ça peut nous paraître trivial, mais c'est fondamental me semble-t-il pour les patients. Et puis je termine avec ça, c'est un éditorial qui a été publié dans l'Assett Diabetes Endocrino en avril 2023 et qui s'intitule « Pensée plus large dans le soin aux diabétiques » et les auteurs citent un économiste qui s'appelle Charles Goodhart, un économiste britannique, et qui dit « Lorsqu'une mesure devient un objectif,
elle cesse d'être une bonne mesure. Et ils font allusion à ce plus de 70% dans la cible. Maintenant qu'on a les moyens de l'obtenir, on met une pression sur nos patients. Enfin, en tout cas, voilà, moi je fais très attention à ça parce que je vois que je pourrais, et je vois aussi autour de moi, on met une pression. Il n'est pas à 70% dans la cible, alors que certains patients ont augmenté leur temps dans la cible de 20%, comme je vous ai montré pour certains de nos patients. Donc voilà, il dit malgré tous les efforts, la glycémie, les objectifs de glycémie peuvent être difficiles à atteindre, provoquant un stress supplémentaire pour la personne diabétique, souvent accompagné de sentiments de honte et de gêne. Donc ne transformons pas cette superbe avancée technologique en quelque chose qui va ajouter de la pression aux patients, mais faisons en sorte que ça puisse les aider et les accompagner. Merci beaucoup, je suis désolé, j'ai été un peu long, je crois.